Est-ce qu'il y a une force, notamment sur le lien maintenant entre les LLM et les réseaux sociaux? Complètement. On l'a remarqué d'abord sur une première étude qu'on a faite dans le secteur auto. Dans 60% des réponses, YouTube est pris en compte comme source. Dans Gemini et iMode. Google prend beaucoup son propre écosystème en compte. La vidéo peut faire 5 vues. Il y a de grandes chances qu'elle soit quand même prise en compte comme source. Moins que tu réponds très précisément à l'intention de recherche. Choisir ce set de prompts est essentiel. Ça que beaucoup de personnes oublient aujourd'hui quand ils font une stratégie géo. Ils testent 10 prompts tous les jours et ça n'a pas trop de sens. Si les prompts que tu testes sont de mauvaise qualité et correspondent pas à ce que ta cible recherche, ça a absolument aucune valeur. Bienvenue sur The Feed, le podcast qui nourrit vos connaissances sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis avec Germain, le CEO de Mentionbox, une agence spécialisée dans le search, donc la visibilité en ligne. Germain, commençons par mettre du contexte. Est-ce que tu peux me dire, parce que vous êtes vraiment sur une niche avec Mentionbox, quelle est la valeur ajoutée pour vos clients par rapport à ce que vous faites ? En effet, la niche sur laquelle on est, comme tu l'as dit, c'est le search, mais au-delà de ça, c'est le search organique. Donc, c'est le fait de ne pas payer les plateformes search, les moteurs de recherche, donc principalement Google en réalité jusqu'à aujourd'hui, pour apparaître dans les résultats de recherche. Donc, on est vraiment sur la notion organique, apparaître naturellement dans les résultats de recherche. Au-delà de ça, c'est le fait que ce n'est plus uniquement Google, mais c'est aussi, maintenant les IA. Et donc on appelle ça le géo, c'est une niche aussi vachement particulière. Et donc là maintenant on est vraiment dédié au SEO et géo. On va avoir une vision search organique assez globale, on en reparlera sur toute la vision social search aussi. Donc voilà ce qu'on fait concrètement. La valeur ajoutée, c'est nos spécialisations sur ce sujet-là. Je pense qu'on a été assez pionniers sur le sujet du géo. Ça fait, je pense, maintenant 2 ans qu'on est sur le sujet, qu'on a de la méthode, qu'on a accompagné beaucoup de marques sur ce sujet-là, des Orange, des BP Paribas, etc., sur le fait d'être visible dans les résultats de recherche IA. Et donc, on a de l'expérience, on va dire, sur ce sujet-là. On est basé ici à Bruxelles et on a une équipe d'une 20aine de collaborateurs où on fait que ça, du search organique et en grande partie SEO-GE. C'est une niche super intéressante parce que j'imagine je lance un business demain. Pour moi, il y a 2 éléments qui me paraissent très cruciaux. C'est si on tape le nom de mon entreprise, j'ai envie que les résultats qui sortent, peu importe la plateforme sur laquelle j'ai fait ma recherche, reflètent une image positive de mon business. Ça, c'est la première chose. Et j'ai aussi envie que si on tape, si on recherche le marché sur lequel je suis positionné et si c'est pas digital mais physique, la localisation, et j'ai envie de faire partie des premiers résultats. Donc, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est vraiment de me dire, il y a 15 ans, on se posait pas trop la question. Il y avait que Google. Tout le monde recherchait via Google, et donc il y avait qu'un axe sur lequel travailler. C'est très technique, c'était le SEO sur lequel vous vous positionnez encore. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, mais surtout maintenant, les recherches se diversifient de plus en plus. Donc vous, au-delà d'aller dans le côté technique, comment apparaître en haut, vous faites aussi des analyses de l'évolution du comportement des utilisateurs. Oui, complètement. Et là-dessus, on est en train de mener une étude aussi plus globale sur le sujet. Notre objectif est de comprendre, et je pense que c'est la même manière dont vous faites chez Social Sky au niveau du social, c'est de comprendre où est-ce que l'utilisateur recherche. Alors nous, c'est plutôt est-ce que les utilisateurs et la cible de mon client, sur quel type de réseaux sociaux ils sont, quel type de contenu ils attendent. Nous, on va se poser la même question plutôt sur quels sont les moteurs de recherche qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils vont plutôt rechercher sur les réseaux sociaux, justement? Est-ce qu'ils vont plutôt rechercher sur Google? Est-ce qu'ils vont plutôt aller sur ChatGPT, Gemini? Est-ce qu'ils vont, c'est pour du commerce, aller directement sur Amazon et faire plutôt une recherche dans une marketplace? Donc, il y a beaucoup de moteurs de recherche différents. En fait, dès qu'il y a une barre de recherche, on est là, j'ai envie de dire. Et il y a de quoi optimiser pour être dans la réponse. Et donc, oui, avant quelconque strat de search organique, on doit se demander quel est le moteur de recherche principal, ou en tout cas quel est le mix qu'on va mettre en place, quoi. Tu as fait un super premier épisode Search Lab avec José Fernandez, et dans votre discussion, vous parliez du fait que autant il y a 5 ans, les évolutions étaient progressives et il y avait moyen de suivre tout ce qui était nouveau. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite, il y a des nouveautés dans tous les sens. Par conséquent, les comportements aussi, comme tu l'as dit. Avant, on cherchait sur Google. Il y a encore pas mal de gens qui passent par Google. Il y a les intelligences artificielles qui ont commencé à prendre de la place. Et aujourd'hui, il y a les recherches sur les réseaux sociaux qui prennent aussi pas mal de place. Est-ce que vous suivez ça via des études? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés sur les derniers mois? Et je vais aller même plus loin dans la question. C'est est-ce qu'il y a un côté aussi anticipatif pour vos clients? Est-ce que vous essayez de réfléchir à la direction vers laquelle le comportement va partir pour essayer d'anticiper ça? Complètement. Au niveau des différentes études, alors il y en a
pas mal des études des différentes plateformes de monitoring traditionnelles, on va dire. On en a fait aussi pas mal de l'autre côté. Ce qu'on remarque, c'est que le social search commence à prendre une place de plus en plus importante. Évidemment, le géo aussi. Euh, les deux se combinent vachement. Si on prend la notion de social search aujourd'hui, tu as un jeune sur deux qui va rechercher sur TikTok avant de rechercher sur Google, ce qui est évidemment assez énorme. Au total, c'est 67% de thèses, 68% de la Gen Z qui va à un moment donné dans son funnel de recherche rechercher sur TikTok. Donc c'est assez énorme évidemment l'impact que ça a. Et sur la partie géo, nous on le voit chez nos clients où rien que l'aperçu IA dans Google euh, fait chuter le trafic de plusieurs dizaines de pourcents en fonction des secteurs. Ouais. Donc au-delà même du fait que l'utilisateur change son comportement et au lieu de rechercher sur Google, il va sur ChatGPT, même quand il recherche sur Google avec cet aperçu IA, en fait, on est de plus en plus dans une expérience aussi conversationnelle avec Overview et iMode, même sur Google. Donc tout ça pour dire que oui, on le remarque, on l'a remarqué aussi nous dans des études qu'on a faites de notre côté, où on fait pas mal de baromètres, on va dire, sur les différentes IA, et où on voit que l'IA elle-même aussi, quand elle recherche, va beaucoup prendre en compte les différents réseaux sociaux, mais on aura l'occasion d'en reparler aussi sur ce sujet-là. J'ai l'impression que ça se complexifie. Pour un client, quelqu'un qui lance son business, ça se complexifie parce que avant c'était ok, je vais être très fort en SEO. Puis on a commencé à connaître les ads aussi, donc c'était une autre porte, mais on restait quand même très segmenté sur très peu de canaux différents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux, donc pour un client, c'est ok, je vais être présent là, je vais être présent là, je vais réfléchir à ça, je vais réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a une force, notamment sur le lien maintenant entre les LLM et les réseaux sociaux, parce que les LLM vont beaucoup se nourrir des réseaux sociaux et de plus en plus. Complètement. Aujourd'hui, on l'a remarqué d'abord sur une première étude qu'on a faite dans le secteur auto. On voit que LinkedIn, c'est 60%, dans 60% des réponses, YouTube, pardon, est pris en compte comme source dans Gemini et iMode. Donc sur l'environnement Google, on voit que Google prend beaucoup son propre écosystème en compte. Ouais. Donc oui, clairement, et on avait eu l'occasion d'en discuter aussi avec Val de chez Social Sky de tout ce sujet-là, de l'implication du social dans les LLM. Mais oui, il est assez énorme. Et on voit aussi que dans les top 5 des sources les plus prises en compte dans les LLM, il y a du Reddit, il y a du LinkedIn et il y a du YouTube. Avec YouTube qui du coup dans l'écosystème Google, on va dire, dans les LLM Google, remonte encore beaucoup plus. Donc oui, les réseaux sociaux ont un impact énorme sur ce qui est dit concrètement dans la réponse. Et on voit aussi que dans la réponse, parfois c'est pour du LinkedIn par exemple, c'est ce qui avait été tel quel dans l'article LinkedIn qui va être pris en compte aussi dans la réponse. Ok. Donc il y a une certaine corrélation, on va dire, entre les termes utilisés dans ton post LinkedIn et certaines phrases parfois qui vont être prises telles quelles dans ta réponse IA, quoi. J'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin parce que tu parles de Gemini qui va beaucoup s'inspirer de YouTube et probablement plus que une autre IA parce que ça fait partie du même chapeau Google. Est-ce que ça aussi, ça a une grosse influence parce que j'entends que YouTube prend beaucoup de place potentiellement dû à Gemini, mais les deux autres plateformes que tu cites, Reddit et LinkedIn, c'est beaucoup plus de la rédaction. C'est plus facile d'interpréter pour une intelligence artificielle ce qui est écrit que ce qui est vidéo. Oui, complètement. Et quand on parle de YouTube, il va surtout prendre en compte le transcript, la description YouTube, le titre. Donc, il va pas analyser la vidéo comme un humain analyse, évidemment. Même si le transcript, du coup, a un impact vachement important. Alors que Reddit, là, on est vraiment sur ce que pense un humain et ce que pensent les utilisateurs. C'est vraiment comme de l'UGC, on va dire, sur les réseaux sociaux. C'est une notion de forum où chacun va donner son avis sur les différents sujets. Et donc ça, l'IA le valorise énormément parce qu'il le voit comme un contenu de qualité, pertinent, authentique, pour donner son avis sur une marque, sur un produit, sur un sujet ou peu importe. Donc c'est la raison pour laquelle Reddit est énormément pris en compte également. Et c'est du contenu qui est facilement digeste, on va dire, pour une IA. Ce qui est le cas aussi de LinkedIn. Sur LinkedIn, on voit que c'est beaucoup plus les articles que les posts LinkedIn qui sont pris en compte. Alors, la stat, je pense que ça doit être ça, 60% des citations LinkedIn, c'est plutôt des articles. Donc c'est beaucoup moins des posts. Et donc là-dessus, l'enjeu est aussi d'avoir un article bien construit, bien structuré. Donc, la manière de structurer son contenu, tu peux aider l'IA à la prendre compte, ça c'est sûr.
C'est assez marrant parce qu'il y a 3 ans, si on posait la question, pour le référencement, qu'est-ce qui est mieux entre un bel article de blog bien rédigé ou un post LinkedIn avec 100 likes, la question elle était très facile à répondre. Aujourd'hui, ça change. Complètement. Même si l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois, c'est simplement pouvoir mettre ses priorités. Et j'en reviens à ce que je disais au début. Ça dépend de ton mix à la base. Si ton enjeu est surtout, donc, on va dire c'est un peu un art de décision, c'est si ton enjeu est d'être présent principalement sur Google ou principalement sur les IA ou allez, c'est 60% sur Google, 40% sur les IA, bref, tu mets ton mix. Si par exemple c'est principalement du géo, ok, qu'est-ce donc être présent dans les IA, qu'est-ce qui influence l'IA dans ton secteur? Donc, les sources qui sont prises en compte dépendent aussi beaucoup de ton secteur. Donc là, il faut que tu aies de la data, soit avec Mention Lab, donc l'outil qu'on a développé pour avoir cette data-là ou l'autre. Il faut que tu connaisses les sources principales qui vont influencer la réponse de l'IA dans ton secteur. Dans ces sources-là, en fonction, c'est beaucoup plus du LinkedIn avec des articles, etc. Ça sert à rien d'essayer de se battre à créer du contenu sur ton propre site avec un article parce qu'il sera peut-être très peu pris en compte. Parfois, on voit que c'est complètement l'inverse. Donc, en fait, ça dépend vachement des secteurs, ça dépend de ton mix. Et en fonction de ça, oui, ça sera plus pertinent de faire un article LinkedIn plutôt qu'un article de blog. Ou alors, pas du tout. En fait, on voit que c'est encore beaucoup les articles de blog qui sont pris en compte dans le sectoriel des propres sites des marques. Et donc, la strat doit plutôt se situer là, quoi. Et alors, une question peut-être très technique, mais est-ce qu'il y a une différence entre rédiger un article ou un post sur LinkedIn pour que ça alimente bien l'algorithme LinkedIn et que ça fasse un bon reach et un bon engagement? LinkedIn, c'est plus l'engagement qui est recherché, versus je dois rédiger pour la lecture et l'interprétation intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un juste milieu entre les deux, ou c'est vraiment deux choses qu'il faut un peu dissocier? On écrit différemment pour une IA que pour un succès LinkedIn. C'est clair que si on écoute juste l'algorithme, on va dire, on va choisir des mots-clés, on est moins sur des titres vraiment accrocheurs, mais beaucoup plus sur des mots-clés, répondre à l'intention de recherche, d'une recherche, et pas vouloir attirer l'attention dans un scroll. Ce sont quand même deux choses complètement différentes. On l'a connu, c'est vraiment dans tous les détails techniques, mais sur Google avec Discover, donc qui est la solution de scroll, on va dire, de Google pour découvrir des actus ou des articles. Et on voit que pour apparaître dans Discover, ou dans une notion de scroll, tu fais pas le même genre de titre et le même genre d'article que pour apparaître dans les résultats de recherche de Google. C'est un peu la même chose avec LinkedIn. Donc on va avoir des strates différentes. Alors nous, on n'a pas ce métier social et c'est justement là où on est complémentaires, mais nous, on va surtout amener notre réflexion, on va dire, search, avec notre vision des choses, plutôt les bons mots-clés, le bon titre à utiliser, la bonne structure de contenu. Et puis ensuite, on va compléter ça avec la vision algorithmique, soit avec l'expertise qui est en interne chez notre client, soit avec une agence social qui, elle, amène plutôt sa vision de l'humain, on va dire, qui va scroller sur LinkedIn et qui va pouvoir être arrêté par ce campé-là, quoi. Ouais, en fait, ce qui est très intéressant, c'est évidemment essayer d'un tout petit peu anticiper. Donc, il y a le maintenant, les études sortent. C'est important de se positionner plus sur LinkedIn, Reddit, YouTube pour avoir un bon référencement intelligence artificielle. Donc, en tant qu'agence, tu as envie de pousser tes clients dans cette direction-là et de développer cette expertise. Mais on parlait tout à l'heure du fait que le monde évolue très très vite. Enfin, ce monde-là, le monde de la technologie évolue très très vite. Et tu aurais tendance à vouloir peut-être un peu anticiper en te posant la question de est-ce que les intelligences artificielles sont en train de mettre en place des choses pour mieux lire et interpréter les vidéos? Tu l'as dit, le titre, la description, le transcript. Mais est-ce qu'on peut anticiper que rapidement les intelligences artificielles vont peut-être être capables d'aller un tout petit peu plus loin, de lire vraiment une vidéo comme un humain et comprendre l'environnement? Si c'est une vidéo qui est faite à la montagne, on comprend que c'est à la montagne, on peut peut-être dire c'est un randonneur. Est-ce que tu penses, là c'est vraiment une opinion, je sais qu'il n'y a pas encore d'études là-dessus, mais est-ce que tu penses que ça va dans cette direction et que potentiellement TikTok, Instagram, YouTube va encore plus monter, et TikTok et Instagram, on devra aller au-delà du caption, des sous-titres, et que vraiment la création visuelle aura un impact? C'est une très bonne question. Le souci n'est pas dans le fait d'être capable. L'IA est capable aujourd'hui, quand on prend une vidéo, on voit ce qu'elle est capable d'en produire, elle est capable de les comprendre, c'est une vidéo, des photos. Le souci n'est pas pour une IA de comprendre que tu es à la montagne. Le souci, c'est que c'est beaucoup plus coûteux que de lire un texte qui, lui, te dit « je suis à la montagne ». Donc, en réalité, je pense qu'ils préféreront toujours
la solution moins coûteuse pour eux, et donc la solution plutôt du texte. Si un jour c'est beaucoup moins onéreux pour eux d'analyser un contenu vidéo ou photo, certainement qu'ils le feront plus. Si il manque de contenu textuel et pour donner une réponse suffisamment qui apporte suffisamment de valeur à l'utilisateur, ils voient qu'ils doivent vraiment chercher cette vidéo-là, certainement qu'ils le feront aussi dans ce cadre-là. Mais je ne pense pas que ça remplacera la notion de texte. Et ça risque d'évoluer si jamais ça devient moins coûteux pour eux. Mais c'est pas un problème technique, on va dire, pour eux de leur côté, c'est plutôt un problème financier, quoi. Et du coup, si on essaie d'anticiper un peu les plateformes, on pourrait se dire que Substack pourrait aussi gagner en points par rapport à d'autres plateformes. Non, ça c'est sûr. C'est sûr, mais ouais. Bah, c'est sûr, je veux dire, ça C'est ton avis. c'est sûr, pardon. Mais ça paraît très logique, en tout cas. Très logique. Ouais. Ça paraît très logique parce que, encore une fois, t'es sur une notion d'humain authentique qui communique via du contenu écrit, ce qui ressemble vachement à du Reddit, à du LinkedIn, donc oui, certainement. En fait, tout l'enjeu, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand tu poses une question à ChatGPT, il va lui-même aller chercher sur le web, avec différents mots-clés, et il va naviguer un peu comme un utilisateur, on va dire, sur Google, sur Bing, ou peu importe. L'enjeu pour Substack, s'ils veulent être positionnés, plus pris en compte comme source, ça va être d'être présents sur le web d'une manière ou d'une autre, pour être pris en compte par les IA. Ou alors, certains ont pu faire des deals avec les différents LM, mais je pense que l'enjeu pour eux là maintenant, c'est surtout de s'assurer d'être bien présent sur le web, quoi. Ouais, il y a une petite différence peut-être par rapport à un Substack, c'est que Substack, ça fait un peu LinkedIn, genre tu choisis un peu de quoi tu parles, et c'est là où il y a là vraiment la force de Reddit, c'est l'authenticité. T'en as parlé, Reddit, c'est plus des conversations, des forums, et donc on a cette impression que tout le monde a acheté le produit et l'a consommé, l'a testé et puis donne un avis honnête. Alors évidemment, il y en a qui vont se positionner en probablement payant c'est pas créateurs de contenu, c'est plus des commentateurs forum, on va appeler ça comme ça. À l'époque, il y a très longtemps, on parlait beaucoup de backlink pour que les outils puissent faire des liens entre les différents sites qui se donnent des passes de référence. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est clairement capable de comprendre un sujet, savoir de quelle marque on parle quand on est sur un environnement Reddit. Et en réalité, la notion de backlink est en train petit à petit de tomber un peu plus à l'eau. Ouais. Parce que pourquoi est-ce que le backlink existait en SEO et pour que tout le monde comprenne aussi ce qu'est un backlink. Google se disait que si le site A, en qui j'ai confiance, met un lien vers le site B que je ne connais pas, c'est que je peux avoir confiance aussi en ce site B. On peut fonctionner un peu pareil au niveau des humains. Si je te fais confiance et que tu fais confiance à Paul, je vais faire confiance à Paul. L'ami de mon ami est toi, t'es mon ami. Exactement. Et donc c'est pour ça que les backlinks étaient surtout utiles. Alors pas que, ça permet aussi que lorsque Google navigue et crawl le site A, il va arriver sur le site B aussi, puisque le lien l'emmène sur le site B. Tout ça va nourrir du coup la connaissance, on va dire, de Google à propos de leur site et de son autorité. Et donc ça nourrit surtout l'autorité, plus le fait qu'il va souvent aller sur ce site-là. L'IA va fonctionner de deux manières différentes. J'essaie de vulgariser au maximum, peut-être, mais elle va fonctionner de deux manières différentes. C'est soit elle va, et qui se combinent, c'est qu'elle a un premier rôle, on va dire, de crawler le web pour nourrir sa base de connaissances. Et donc là, elle va jouer un peu le même rôle où elle va aller naviguer sur tous les sites et tenter de comprendre et d'en apprendre davantage sur chacune des marques. Mais oui, il y aura beaucoup moins cette influence du backlink, hormis le fait de passer d'un site à l'autre, mais elle va accorder certainement beaucoup moins d'importance à l'autorité que cela transfère. Okay. Et beaucoup plus au fait de se dire, du coup, je vais visiter ce site-là. Et donc ça va simplement nourrir la base de connaissances, mais en fait, l'IA, elle crawl tellement en masse tout le web tout le temps que l'impact est assez faible. Et par contre, l'autre élément, c'est que quand tu poses une question à ChatGPT, par exemple, et qu'il a mis recherche sur le web, j'en parlais tout à l'heure, là, il va rechercher en direct sur le web, et il va arriver sur une réponse, mais il va pas crawler tout ton site. Il va juste trouver dans Google un lien bleu, il va cliquer dessus, il va analyser la page, et c'est tout. Ok. Donc, tout ça pour dire que les backlinks vont avoir un impact pour Google, et qu'ils vont continuer à en avoir un. Et donc, pour être présent sur le web, pour que l'IA ne découvre, c'est bien, toujours dans cette notion de backlink. Par contre, elle est beaucoup moins importante pour l'IA. Et donc, la notion de backlink est petit à petit en train d'évoluer vers une notion de mention.
C'est-à-dire que quand l'IA va, entendre quelle est la meilleure voiture, l'IA va aller rechercher sur Google plein d'informations sur des comparateurs de voitures ou peu importe. Là, il faut s'assurer d'être mentionné dans le contenu. Le fait d'avoir un lien vers ton site a beaucoup moins d'impact. Il faut juste s'assurer d'être mentionné dans ce contenu. J'étais un peu long sur la réponse, mais bien sûr, on comprend un peu plus. Je préfère comme ça, on a vraiment une clarté. Et moi, il y a un mot que tu as utilisé qui est très important ici, c'est confiance. Donc avant, Google trouvait un moyen de dire, OK, ce site-là est de confiance. Du coup, les backlinks et les référencements, je fais confiance aussi à l'arbre qui en découle. Aujourd'hui, si on parle de Reddit, de LinkedIn, de YouTube, est-ce que les IA vont aussi, je vais pas parler de classement, mais vont essayer d'analyser qui ou quel profil est de confiance sur un sujet, qui est vraiment expert sur un sujet par rapport à des personnes qui sont peut-être payées pour dire quelque chose, ou je vais même aller plus loin. Je sais que LinkedIn investit beaucoup pour éviter qu'il y ait des bots dans la section commentaires, parce que tu peux vite avoir une boucle infinie avec, tu développes une intelligence artificielle qui va commenter en bien sur ta marque, sur tout ce qui se trouve sur Reddit, et au final, tu peux être bien, mais est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être capable de détecter ces bots ou de détecter des profils qui sont rémunérés pour mettre des bons commentaires à gauche, à droite, et du coup diminuer la valeur de ces commentaires précis pour valoriser davantage ce qui est authentique? Oui, certainement. Alors évidemment, dans tout ce que je dis ici, c'est plutôt sur base de toutes les études qu'on a faites et sur base de ce qu'on fait avec nos clients, comme j'en parlais tout à l'heure, dans pas mal de secteurs différents. Mais il n'y a pas une communication qui a été faite de la part de OpenAI sur ces sujets-là, sur la ralenti des coûts, le contenu, etc. Ce qu'on sait, c'est que le contenu original, on va dire, est beaucoup plus pris en compte. Donc le contenu de valeur et authentique est beaucoup plus pris en compte. C'est des études qui parlent de plus de 90%, mais encore une fois, la méthodologie à analyser, mais en gros, on s'en rend compte également aussi dans toutes nos analyses. Par contre, l'IA, de ce qu'on voit, va toujours faire un trade-off entre l'autorité de la personne qui a produit le contenu et la réponse à l'intention de recherche. Pour te prendre un exemple, si tu demandes une question très précise, fais-moi un comparatif des meilleures voitures avec un grand coffre, mais une petite, peu importe, un grand coffre, mais aussi des barres de toit, mais aussi, peu importe, bonne pour ma famille, pour aller au ski, parce que peu importe. Je pose une question très longue et très précise. Si jamais tu as un utilisateur qui demain crée une vidéo YouTube qui reprend exactement cette intention de recherche-là aussi précise et aussi longue, la vidéo peut faire 5 vues, il y a de grandes chances, et que la personne qui le produise soit pas du tout de confiance, il y a de grandes chances qu'elle soit quand même prise en compte comme source. Parce que tu réponds très précisément à l'intention de recherche. Par contre, si évidemment, sur ce même sujet, tu as une autre personne qui a beaucoup plus d'autorité et qui parle et qui fait la même vidéo, certainement que c'est lui qui va être plus pris en compte. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un trade-off entre la réponse à l'intention de recherche et la précision de l'intention de recherche et l'autorité. Et du coup, on voit souvent une balance là-dedans. Parfois, il va chercher des contenus qui s'éloignent légèrement, qui vont juste parler d'un véhicule avec un grand coffre, mais effectivement pas font tous les autres détails, mais qui au moins est une personne un peu plus, qui a un peu plus d'autorité. Et parfois, il va aller sur ce sujet beaucoup plus précis. Mais donc voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais poser une question complètement aléatoire. On lit de plus en plus il y a des gens qui savent très bien utiliser l'intelligence artificielle en termes de prompts. Ils font de très bons prompts. Et puis, la plupart des gens, ils utilisent les prompts un peu comme une recherche Google améliorée. Forcément, on sait qu'un meilleur prompt va amener à des meilleures réponses. Mais du coup, étant donné que, je vais dire, le grand public manque encore de justesse dans les prompts, est-ce que c'est quelque chose qui est analysé aussi, puisque tu peux remonter dans un mauvais prompt en tant que business, mais ne pas remonter dans un bon prompt. Mais si la plupart des gens font des mauvais prompts, c'est plus intéressant d'être dans la catégorie A. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut réfléchir? Oui, complètement. Okay. Et donc, en fait, quand on part dans la stratégie géo, la première étape, comme on en parlait, c'est de faire cette analyse pour savoir est-ce que tu remontes ou pas pour le moment dans les SIA et quelles sont les sources qui sont prises en compte. Pour faire cette analyse-là, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu dois choisir un set de prompts que tu vas tester beaucoup de fois, et donc tu dois choisir beaucoup de prompts que tu testes beaucoup de fois. Choisir ce set de prompts est essentiel. Et c'est le moment clé, et c'est là ça que beaucoup de personnes oublient aujourd'hui quand ils font une stratégie géo, c'est qu'ils prennent le premier outil qu'ils voient, ils prennent un peu les quelques comptes qu'on leur propose, ils testent 10 prompts tous les jours et ça n'a pas trop de sens, et ils estiment que la data qui en ressort est valable. Alors qu'en réalité, le principe des outils géo aujourd'hui, c'est le fait de prendre
certain nombre de prompts, de les tester beaucoup de fois. Et donc, si les prompts que tu testes sont de mauvaise qualité et correspondent pas à ce que ta cible recherche, justement, ça a absolument aucune valeur. Donc oui, c'est l'élément clé, c'est de savoir ce que les personnes recherchent. Comment est-ce qu'on le fait? On n'a pas de data qui vient de OpenAI ou d'autres pour nous dire exactement ce que les gens recherchent. Ok. Certainement qu'avec l'arrivée de l'ADS, on va en avoir de plus en plus, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec des panels auxquels on a accès qui, en gros, monitorent ce que X personnes recherchent et ils connaissent les personas de cette personne-là et donc ils l'extrapolent à l'ensemble de la population. Ça, c'est une première source de données. En Belgique, on en a peu, aux États-Unis beaucoup plus, en France quelques-uns, mais donc on n'a pas énormément de panels. Et donc on va compléter ça avec une compréhension profonde de la cible de notre client et avec tous les signaux du search traditionnel qu'on a, donc c'est-à-dire les volumes de recherche sur un Google, la recherche aussi sur du social, etc. Et donc en fait, en mettant tout ça ensemble, on va estimer les meilleurs prompts et les prompts réels que l'utilisateur doit chercher. Il recherche certainement, à savoir que l'utilisateur est que la cible sur laquelle évidemment notre client veut se positionner. À savoir que maintenant avec l'aperçu IA dans Google, on recherche de plus en plus dans Google avec aussi des termes assez longs comme dans une IA. Et donc là-dessus, on voit de plus en plus remonter dans la Google Search Console et sur les autres, dans les outils qui permettent de voir les termes recherchés sur Google. On va de plus en plus remonter aussi des questions assez longues qui ressemblent vachement à des questions aussi recherchées sur une IA. Mais donc voilà un peu la méthodologie pour choisir les meilleurs prompts, mais c'est absolument essentiel. Si on n'a pas ça, ben encore une fois, on a de la data qui est pas du tout valable. C'est vrai qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, mais qui paraît un peu implicite, c'est en tant que business, tu dois pas te concentrer sur les recherches dans ton marché, tu dois aller plus loin, un step plus loin, c'est les recherches de ton client potentiel sur ce marché-là. Parce que si tu as un taux de conversion de 25% dans les 25-34 ans, mais de 0,2% dans les 45-55, il faut pas prendre toutes les recherches de ton milieu, il faut prendre les recherches sur ton milieu dans la tranche 35-45. Bien sûr. Et du coup, ce qu'on fait maintenant, on pondère. Donc, on va être capable de dire, du coup, ce type de recherche-là, de tel profil, a certainement beaucoup plus de poids. Et on doit lui donner plus de poids dans la data que les personnes de 45, du l'exemple que tu as donné, mais qui vont donner énormément de poids. Pas pour autant qu'on ne doit pas les analyser, et si c'est 0,5, ça inquiète toujours à aller chercher, mais peut-être que c'est 10% de ta cible, on va dire, de tes plantes ou peu importe. On doit pouvoir les analyser à hauteur de 10%, mais on doit pas, quand on regarde la data au global de ton pourcentage de visibilité dans les IA, lui donner le même poids que sur ton autre cible. Forcément. Idem sur les catégories de produits, idem. Donc on va pondérer dans notre analyse pour avoir une représentation réelle de la visibilité de ta marque selon ta situation à toi. J'ai deux questions un peu aléatoires pour la fin, ou un peu fun. La première, on en a discuté beaucoup, c'est prompt. Selon toi, qu'est-ce qu'un bon prompt? Alors moi, je suis dans le milieu du search, donc je veux dire, je suis pas dans il y a beaucoup de prompt engineers maintenant, et donc c'est des ingénieurs du prompt qui eux réfléchissent au meilleur prompt pour gagner le plus possible de l'IA, on va dire, et l'exploiter le mieux possible. Ouais. Comme tu le disais, nous, on n'est pas dans cette catégorie-là dans le search, puisqu'on doit comprendre ce que monsieur et madame tout le monde recherche sur l'IA et la manière dont ils le recherchent. Donc, si je réponds sur un bon prompt à analyser, on va dire, pour du géo, je reste dans cette dynamique-là, c'est un prompt qui va nous permettre de comprendre ce que la personne recherchait clairement. Et donc, et l'intention de recherche, encore une fois. Si on analyse plein de fois des prompts genre, quelle est la meilleure voiture, il y a peu d'intérêt pour nous et on va pouvoir en faire très peu de choses. Donc, c'est important pour nous de pouvoir aller sur quelle est la meilleure voiture avec un encore, quelle est la meilleure voiture de famille de 5, du famille de 5. Et c'est ça qui va nous donner quand même de la latitude, on va dire, dans l'étude qu'on va faire, tout en étant proche de ce que les personnes recherchent. Donc, on combine aussi ça pour s'assurer que qu'on représente plusieurs intentions de recherche. On se rend compte que quand tu demandes un prompt quelle est la meilleure voiture pour une famille de 5, ou quand tu combines deux prompts de quelle est la meilleure voiture, il te répond ah non mais on est une famille de 5, tu vois qu'on est assez similaire dans la réponse finale. Donc c'est là aussi où un bon prompt pour répondre à tes questions, ça va être un prompt qui correspond finalement à ce que l'utilisateur recherche réellement, mais qui va nous donner aussi assez de substance pour notre étude. Ouais, j'avais fait des études
IT. Et un de mes profs avait dit quelque chose qui m'est resté dans la tête. C'était genre un de mes premiers cours, c'est un ordinateur, c'est bête. Parce que tu lui dis quoi faire. Donc si l'ordinateur fait quelque chose que tu n'as pas envie, le problème n'est pas l'ordinateur. C'est celui qui a fait les lignes de code. Ça, le problème vient des lignes de code. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour une IA? Si la réponse à ta question est mauvaise, c'est pas que l'IA a fait une mauvaise recherche, c'est que tu as mal posé ta question. Oui. Maintenant, je pense que l'IA est moins bête qu'un ordinateur. Enfin, qu'un système d'exploitation. Voilà, c'est programmation. Ouais, c'est ça. Mais donc oui, certainement que la qualité du prompt va avoir un impact énorme. Je veux dire, si encore une fois l'objectif c'est plutôt d'aller rechercher quelque chose de l'IA, etc. Maintenant, quand tu poses une question de tiens, quelle est la meilleure voiture, par exemple, qui est une question banale, si l'IA te répond complètement à côté de la plaque parce qu'elle a été biaisée, parce que peu importe. Je veux dire, dans l'utilisation de l'IA, je pense que c'est plutôt une IA qui a mal fonctionné et qu'un humain qui, lui, l'a posé de manière assez naturelle. Et je pense que, allez, monsieur, madame, tout le monde ne vont pas avoir des cours sur comment bien prompter, pour bien expliquer quel type de voiture tu veux, etc. Il faut qu'on reste dans quelque chose de très naturel, comme on cherchait sur Google avec quelques mots-clés, ben, si ça peut être une phrase ou peu importe. Donc, l'IA doit être capable de bien répondre avec des questions de ce genre-là. Ce qui, je pense, est le cas aujourd'hui. Mais qu'évidemment, on peut l'influencer beaucoup aujourd'hui dans sa réponse, à voir comment ça va évoluer. En fait, on doit voir un peu l'IA comme un expert. C'est comme si tu posais une question à un expert, et j'ai souvent entendu dire qu'un vrai expert répond par une question pour s'assurer qu'il a toute la clarté de l'intention de la question. Et donc, il y a vraiment un lien à faire ici. Donc, petite dernière question. Imaginons, il y a un CEO qui nous écoute aujourd'hui. Il se dit, tiens, j'ai vraiment besoin de reprendre ma place dans les réponses de ChatGPT ou Gemini ou enfin, l'ensemble. Quelle est l'action qui aurait le plus de poids à faire aujourd'hui? C'est compliqué à donner l'action sans savoir le secteur et donc les sources, encore une fois, qui influencent le plus. Prenons automobile, parce qu'on a beaucoup parlé d'automobile aujourd'hui. Quelle serait l'action à prendre? Secteur auto, c'est clairement s'assurer d'être bien présent dans tous les comparateurs et tous les sites externes. Si tu peux faire ce que tu veux sur ton propre site, alors il y a des sites qui parviennent à mieux performer que d'autres, et on le voit dans les baromètres auto qu'on génère. Mais le baromètre auto, je pense que je le dis de tête, mais je vais pas sous les yeux, mais les 10 premières sources doivent être des sources externes. En Belgique, mais enfin bref, tous les médias externes qui vont comparer les meilleurs véhicules, etc. Donc s'assurer d'être présent dans ces contenus-là. J'ai plein d'autres astuces et des petits tricks comme qu'on fait avec nos clients, mais donc oui, s'assurer d'être présent en tout cas dans ces sources externes-là, parce qu'encore une fois, il y a vraiment deux grands types de sources. Les IA, c'est toutes les sources externes, réseaux sociaux, Wikipédia, comparateurs, et il y a ton propre site. Et on voit qu'il y a certains secteurs où il peut aller un peu dans les deux, il y a certains secteurs où c'est beaucoup plus les sources externes, et parfois beaucoup plus ton propre site. Donc en fonction de ça, tu navigues. Si c'est des sources externes, il faut être présent dans ces sources, il faut être présent sur les réseaux sociaux, sur les bons termes, ou sur les bons subreddits, ou sur les bonnes vidéos YouTube, ou créer tes propres vidéos YouTube, ou préparer un site externe. Si c'est ton propre site, c'est s'assurer de créer du contenu qui répond à des demandes spécifiques, à l'intention de recherche dans le prompt, et qui est structuré d'une manière à aider l'IA à la prendre en compte. Je simplifie énormément, parce qu'évidemment, c'est un sujet plus complexe que ça. Mais donc, ouais, la première action, c'est peut-être, limite, si vous n'avez pas accès à un outil comme Notion Lab, c'est de tester vous-même. Allez sur ChatGPT, posez quelques questions clés. Ce sera pas du tout présentatif, ce sera pas du tout impactant. Mais vous verrez peut-être les quelques premières sources remonter et vous verrez déjà si vous êtes plutôt sur des sources externes ou plutôt sur des sites de vente. Ouais, et du coup, en allant voir les sources externes, ça peut permettre de dire, OK, il faut qu'on soit absolument sur tel comparateur. C'est remonté sur YouTube, donc il faut qu'on se positionne sur YouTube. Il faut qu'on fasse appel à une agence qui peut nous créer du contenu là-dessus ou des créateurs de contenu, etc. Très bien. Écoute, on a fait un beau tour de la question. Un tout grand merci à toi pour les éclaircissements et toute la transparence. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao.